La rôdeuse de la mer et du feu. Chapitre 28. Arrakis. Arrakis, Splinter, commence Gara. Vous voyagez en drôle de compagnie aujourd'hui. Il désigne Okami du museau. En effet, rétorquai-je, assis sur mes 8 pattes velues. Il semblerait que le flambelant ait décidé de confier notre mission aux aurores et aux poussières. Le canin plisse les yeux. Voilà qui n'est pas commun. Il paraît que les poussières ne portent pas nos compagnons dans leur cœur, non? Je te le fais pas dire. Et lui? Je ne l'ai encore jamais vu, je me trompe? Continue-t-il en montrant cette fois-ci le guerrier. Non, en effet. Il n'est arrivé que récemment dans la guilde. Répond Splinter. Mais c'est un valeureux combattant. Valeureux, valeureux. On ne doit pas avoir la même conception de la valeur, ricanai-je. Le loup sourit d'une babine. Vous êtes donc embarqué avec un noob et une étrangère. J'espère pour vous que vous n'avez pas trop loin dans l'ouest, alors. Sinon, je ne donnerai pas cher de votre peau. Je ne me fais pas de soucis sur ma peau, en tout cas, raillai-je d'un rectus carnassier. Ni pour le matou, je veille sur lui. Posant mon pédipalpe sur son crâne plat, je l'ébouriffe comme le ferait ma sœur. Un grondement sourd sort de sa gorge. Il est rare de voir notre ami Taranka s'apprécier une autre personne qu'elle-même. Ironise Noctanal, les badigeoins s'amusaient. Gara, lui, m'observe un instant de ses yeux pâles, sans sourire. Prends soin de lui, dit-il simplement. Son bopine n'est pas tendre en ce moment. La sobriété du loup me dérange légèrement plus que les sarcasmes de la panthère. Il ne plaisante pas, lui. Hé, je te permets pas, boule de poil. Splinter est peut-être petit, mais il est gentil. C'est normal que j'endosse le rôle de sa maman. Splinter plisse les yeux et secoue la tête, l'air dépité. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Quelques minutes plus tard, alors que les ferrales des 3 chasseurs semblent s'impatienter, j'aperçois Lilou se lever et annoncer que nous allons repartir. Même si l'après-midi ne débute qu'à peine, je sens que ma sœur veut arriver tôt à la ville aux arbres pour avoir le temps de souffler un peu. Cette dernière journée de chevauchée dans Sombre Épine a été éprouvante pour elle. Sans doute beaucoup plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle se fait du souci pour nos compagnons de voyage, ça se voit. Autant, Splinter, malgré la mésestime que je parais lui porter, n'aurait aucune difficulté à survivre dans la sapine. Autant la mage au corps si parfait et la belle gueule de guerrier, eux, je n'en mettrai pas ma tête à couper. Enfin, mon céphalothorax, mais vous me pardonnerez encore une fois ma simplicité de langage. Je sais que Lilou pense exactement la même chose. Je sens aussi, quoiqu'elle ne l'ait pas dit ouvertement, qu'elle s'inquiète pour la suite du trajet. Après la Slorienne, nous allons traverser Sombre Épine par des sentiers de chasseurs et de rôdeurs très peu utilisés, voire parfois abandonnés depuis des décennies. Nos nouveaux compagnons d'infortune allaient-ils supporter la pression de ne voir la mer Soleil que par de minces filets de lumière? De manger et de dormir sans feu? D'avoir froid? Et surtout, de ne jamais se savoir en sécurité? Le temps nous le dira. Un jour ou l'autre, le temps nous le dira. Mais quoi qu'il en soit, je sais que si cela tournait mal, Lilou et moi serions parfaitement capables de mener à bien cette mission seuls. Les 2 baldringues de punais qui nous accompagnent ne sont que des pions supplémentaires mis à notre disposition sur l'échiquier de notre destin. Nous nous séparons donc des 3 chasseurs et de leurs aînés, qui nous souhaitent une bonne fin de journée. Ces aurores ont l'air d'être de bons amis à vous? Commence Eridan en amenant sa monture à mon niveau. J'arque un sourcil. Qu'est-ce qu'il vient gratter l'amitié, lui? Qu'il aille lécher les bottes de ma sœur, plutôt, ça vaudrait mieux pour lui, et surtout pour elle. Cette idée dessine un délicieux rectus sur ma face, tandis que je m'aperçois que Lilou n'a pas attendu le guerrier et est partie en avant. Elle qui ne fuit devant personne. Je pouffe de rire, puis réponds au War. Oui, ils le sont. Knight est un des membres fondateurs d'Aurore Éternelle, un vieil ami de Vinji. Lilia, qui maîtrise parfaitement la magie de l'air, est la femme d'Aton, le tuteur de Lilou. C'est lui qui a supervisé toute son instruction de coureur et qui lui a appris ses rudiments de magie de feu. C'est un excellent rôdeur qui a été entraîné par le grand traqueur Z en personne. Le phénix m'écoute, comme fasciné. Oui, j'ai ouï dire que le grand traqueur a fait partie de votre guilde. Et il ne l'a jamais quitté, répliquai-je en haussant les épaules. Il est juste parti chasser les dragons de feu du grand désert, et il n'est pas encore revenu, c'est tout. Mais on raconte qu'il a disparu il y a 30 ans. 27, pour être exact.
Il est parti l'année où je suis arrivé. On peut peut-être le considérer comme mort alors, non? Non, je ne pense pas. Il n'a seulement pas fini sa traque. Zed a gagné son titre en accomplissant toutes les traques dans lesquelles il s'est lancé. Et comme il est trop fier pour entrer sur un échec, il doit sans doute continuer sa tâche quelque part dans les dunes de sable chaud du Grand Sud. Il était accompagné d'un aîné lui aussi? Nope. Zed est un loup solitaire. Tous les rôdeurs ne sont pas liés avec des aînés, tu sais. Tous ceux que j'ai rencontrés l'été en tout cas. Et combien de coureurs tu as déjà rencontrés, gamin? Gamin? Rétorque-t-il en faisant la moue. C'est sûr que je suis plus jeune comparé à vous, dame Tarancas, mais je ne suis pas non plus le gamin que vous semblez sous-entendre. J'ai été capitaine de ceinturie, et je suis largement plus vieux que votre sœur. Ma sœur est une gamine, elle aussi. Et comme tu le dis si bien, tu as été capitaine. Aujourd'hui, tu n'es plus qu'un guerrier sans titre et anonyme qui tente de laver son honneur déchu. Le sourire vorace que je lui affiche le décompose. Eh oui, mon petit, je sais bien plus de choses que je ne veux bien le montrer, capitaine de ceinturie. Un voile noir lui obscurcit la vue. Je sens son feu bouillir en lui. Je le regarde un instant. De rage? De regret? Je ne démêle pas l'un de l'autre dans sa poitrine, mais pour une fois je ne cherche pas à le faire. Il y a dans ses yeux quelque chose de trop vrai pour que j'aie envie de le tourner en dérision. Bon, arrête de chouiner, gamin. Il relève la tête. Je ne chouine pas. Ouais, moi je suis la progéniture de la tisseuse d'âme. J'accélère le pas. Ma cruauté naturelle étant comblée pour aujourd'hui, inutile d'en rajouter une énième couche. Il n'y survivrait pas, le pauvre. J'ai encore une question à vous poser, dame Tarancas. Je plisse les yeux. Je suis parfois tyrannique, mais il m'arrive d'être aussi trop gentil. Ouais. Pardonnez mon indiscrétion, mais je me demandais juste comment une créature si atypique que vous se retrouve sœur d'une rôdeuse ondine. Si par atypique tu sous-entends badass, je te pardonne ton expression déplacée. Sinon, je vais te mettre sur la liste des personnes que je dois bouffer à la fin de cette mission de brin. Loin de moi l'idée de vous offenser. Ouais, comme loin de toi l'idée de déstabiliser ma sœur au terme, non? Quelque chose dans son regard se ferme d'un coup. Pas de colère, non. Plutôt cette expression d'un homme qui vient de réaliser qu'il a oublié de vérifier si la fenêtre était ouverte avant de parler à voix haute. Voilà qui est intéressant. Ce n'était pas mon intention. Ouais. Inutile d'en causer aujourd'hui de toute façon. Et pour répondre à ta question, j'ai été choisi par l'empathie pour m'acoquiner avec un humain. J'ai donc cherché un puiné à qui me lier, et j'ai trouvé Lilou. L'empathie? Je n'ai jamais trop compris comment cela fonctionnait. Tu as discuté avec beaucoup d'aînés, ô grand capitaine de ceinturie? Gloussai-je. Il serre les dents. Non. Ça se voit. Bon, en très court. Les titans ont enfanté les humains, les divins ont enfanté les aînés, et comme personne ne voulait qu'on vous bouffe jusqu'au dernier, ils ont mis en place un lien pour qu'on cohabite sans trop de dégâts. C'est l'empathie. Certains d'entre nous reçoivent un signe, on appelle ça l'éveil, qui nous désigne pour nous lier par le sang à un puiné, pardon, à un humain. On part le trouver, on noue le pacte, et voilà. C'est un peu comme tomber amoureux, ça ne s'explique pas. J'ai établi ce pacte avec Lilou alors qu'elle était mourante et âgée de quelques mois à peine. J'ai su immédiatement que c'était elle. Bon, techniquement, mon lien avec Lilou ne s'est pas passé totalement ainsi, mais pour le Baltringue de War, ça suffira amplement. Et vous ne vous liez qu'avec des rôdeurs? Bien sûr que non. Vindicael et Splinter sont sans liés, et pourtant ce n'est pas un coureur. Cependant, comme ils ont, ainsi que les druides, un lien affectif avec la Terre et les créatures très forts, quasi surnaturelles même, il n'est pas surprenant qu'ils soient très souvent choisis par les aînés éveillés à l'empathie. Il hoche la tête, et un lourd silence s'installe avant que je ne reprenne. Bien, maintenant tu m'excuseras, ou pas, mais j'en ai assez de tchatcher. Je suis pas barde ou ménestrel, hein. Je saute en avant et dépasse ma sœur en 2 ou 3 bonds, avant de disparaître dans les frondaisons noires des grimpins qui nous dominent. Et c'est vers le milieu de l'après-midi que nous apercevons enfin les remparts de l'Aslorienne, au détour d'un virage. Encyclopédie des savoirs anciens. L'Aslorien, la ville aux arbres. L'Aslorien est une ville de 3000 âmes environ. Plantée sur le chemin vert, large voie pavée qui relie Masquiria, au mi-temps central, à Massouna, dans le Grand Sud. Véritable plaque tournante du commerce entre ces deux régions, la petite cité a la particularité d'être bâtie à même les arbres, au cœur de la sapine, cette futée ancienne et inhospitalière, dont les troncs séculaires défient tellement les cieux
que la mère Soleil peine à en percer les frondaisons. Entourée d'une palissade de bois haute de 20 mètres, dont les rondins sont eux-mêmes taillés dans les géants de sombre épine, si bien que la muraille semble appartenir à la pinière autant qu'elle la contient, et gardée par de redoutables archers postés sur ses chemins de ronde. De par la nature de la forêt qui l'assiège de toutes parts, il est peu recommandé de s'aventurer hors des sentiers balisés qui l'abordent, à moins de connaître parfaitement le secteur. La sapine ne pardonne guère les imprudents. La ville aux arbres est organisée en 4 quartiers distincts, dont je vais m'employer à dresser ici le portrait le plus fidèle possible. Le quartier marchand. Situé au sud de la ville, le quartier marchand est le plus vaste et le plus animé de tous. C'est par lui que bat le cœur commercial de l'Aslorien. Il s'ouvre sur 2 portes monumentales, les grandes portes du négoce, qui donnent sur le chemin vert en direction de Masquiria, et les grandes portes des sables, qui se déploient sur le chemin jaune, menant à Massuna. Entre ces 2 entrées s'étirent auberges, tavernes, comptoirs d'épices et échoppes en tout genre, dont les enseignes de bois peint se balancent au vent entre les branches. Le quartier résidentiel. Au nord se déploie le quartier résidentiel, véritable labyrinthe aérien pour qui ne le connaît pas. Il est composé de plusieurs étages de logements enchevêtrés dans les arbres, reliés les uns aux autres par un réseau dense de ponts de lianes, de passerelles de bois et de cordes tendues entre les troncs. De petits champs de céréales et de seigle y poussent en ferme verticale, ingénieuse adaptation à la contrainte sylvestre. La plupart des citoyens de l'Aslorien sont des phénix et des Goliaths, mais une importante communauté d'aînés de toutes espèces y a également élu domicile, attirée par la réputation de sécurité et de tolérance de la cité. Le quartier des chasseurs. À l'ouest, le quartier des chasseurs est le moins pittoresque, mais l'un des plus essentiels. On y trouve tannerie et forge, ainsi que les 2 guildes qui se partagent la lourde responsabilité de l'approvisionnement et de la défense de la cité. Les gardes verts, chargés de la surveillance des remparts et des sentiers extérieurs, et les sans-coureurs, chasseurs aguerris qui s'enfoncent dans la sapine pour y débusquer le gibier et traquer les créatures menaçantes. Sans eux, l'Aslorien ne serait qu'une belle coquille vide. Le quartier de l'hôtel de ville. Le dernier quartier, le plus petit de tous, mais non des moindres, est localisé en son centre exact, au cœur du plus colossal arbre de l'agglomération. L'hôtel de ville y prend la forme d'un labyrinthe de tunnels et de galeries, patiemment sculptés dans les racines du géant de bois, descendant jusqu'à un lac souterrain dont la nappe noire et silencieuse alimente toute la cité. On dit que le lac n'a pas de fond, et que des reflets y dansent parfois, sans qu'aucune lumière ne les explique. Quoi qu'il en soit, ces eaux sont pures et fraîches, et c'est bien là l'essentiel. Les notables et les gens aisés de l'Aslorien résident dans ce quartier, aux côtés de la salle du conseil, des temples des titans et de la mairie. Au sommet de l'arbre, bien au-dessus de tout ce qui vit et s'agite en dessous, trône Toroncor, le seigneur des cieux, un aigle d'une majesté rare qui, dit-on, protège la ville depuis des générations, aussi fort qu'il est sage et bienveillant. L'Aslorien est, en somme, une cité magnifique, en osmose avec la nature qui l'entoure, et qui jouit d'une place de choix dans le réseau commercial des flambellants influents de Massuna et de Masquiria. Une ville extraordinaire, où la pierre n'a jamais remplacé le bois, où les racines font office de fondation, et où un ave millénaire veille du haut des cimes. Une ville où, je dois l'avouer avec une certaine nostalgie, j'espère bien aller passer ma retraite un jour. Par Sir Daredon, maître du savoir de Massilia.